L'amplificateur opérationnel idéal, c'est un opérateur mathématique qui a deux entrées, qu'on note V+, et V-, qui sont référencées par rapport à un même potentiel qu'on appelle la masse. Et on a une sortie qu'on note V-out ou VS, comme ça. Alors en général, il y a les alimentations, mais on ne les représente pas. Tu vois, sur le schéma, on ne représente pas les alimentations, mais il nécessite une alimentation. Je vais la représenter, on la note plus VCC et moins VCC, ou VCC plus, VCC moins. Ça revient au même. D'accord ? Donc ça, alors exemple d'amplificateur opérationnel réel, on le trouve en circuit intégré à 8 broches avec ce circuit à l'intérieur. Bon, ce qui nous intéresse là, c'est pas le circuit réellement, c'est juste sa modélisation idéale. Alors, un amplificateur opérationnel idéal, il est caractérisé par la chose suivante. Sur les deux entrées, le courant entrant sur chacune des entrées, qu'on note I+, et I-, il est égal à 0. I+ égale à I- égale à 0. Ça veut dire que l'impédance d'entrée, elle est infinie. D'accord ? Donc, impédance, puisque le courant est nul, les impédances d'entrée, que ce soit en mode différentiel, c'est-à-dire entre les deux entrées, ou bien en mode commun, entre chaque entrée et la masse, sont infinies. Donc impédance d'entrée infinie, en mode commun, et en mode différentiel. Je rappelle, le mode commun, c'est lorsqu'on regarde une entrée par rapport à la masse, chaque entrée par rapport à la masse, et le mode différentiel, c'est entre les deux entrées. Ces deux impédances-là sont infinies. Donc on pourra par la suite, à chaque fois, dans les calculs, supposer que I+ égale à I- égale à 0. Dans la réalité, ces courants-là sont très faibles. Ils se chiffrent généralement en microampères ou en nanoampères, selon la technologie, ou même en picoampères, selon la technologie des ampliopes utilisés. Ça, c'est la première propriété. Donc, à retenir, les courants d'entrée d'un ampliope sont nuls. Deuxième propriété, le gain est infini. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le gain ? Le gain, c'est ce qui nous donne la relation entre la sortie plutôt, la tension de sortie V-out. Elle s'écrit comme étant égale à AVD. AVD, c'est le gain qu'on appelle donc le gain différentiel, multiplié par la différence V+ moins V-. L'amplificateur opérationnel, on l'appelle aussi amplificateur différentiel, puisqu'il permet d'amplifier une différence entre deux tensions. D'accord ? Et ce gain AVD différentiel, dans le cas de l'ampliope idéal, il tend vers l'infini. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Puisque le gain tend vers l'infini, ça veut dire que la tension de sortie V-out étant finie, pour qu'elle reste finie, il faut que la différence V+ égale à V- soit nulle. Donc ça, le fait que le gain différentiel soit supposé infini, ça implique que V+ égale à V-. D'accord ? De telle sorte que la sortie V-out soit finie. Et en effet, la sortie V-out ne peut pas dépasser la tension VCC ou moins VCC. Dans le meilleur des cas, en général, la valeur maximale de V-out, c'est VCC moins une petite chute de tension, qu'on appelle une tension résiduelle, et la même chose pour la valeur négative, c'est VCC plus une petite tension résiduelle. D'ailleurs, la tension V-out, elle évolue de une tension maximum que l'on appelle plus VSAT, ou VSAT plus parfois, et VSAT moins. VSAT plus, elle est égale à plus VCC moins une petite moins 1 à 2 volts, et même chose, VSAT moins est égal à moins VCC plus 1 à 2 volts. Exemple, si la tension VCC est égale à 15 volts et la tension moins VCC est égale à moins 15 volts, donc plus 15 volts, moins 15 volts, V7 plus est égal à peu près 13 à 14 volts. Et V7 moins est égal à moins 13 à moins 14 volts environ. D'accord ?
Et le gain est infini. Donc ça c'est la deuxième propriété, ça implique que V plus égale à V moins, que l'on peut représenter sur un graphique de cette manière-là, en représentant la tension V out en fonction de la tension que l'on note epsilon, et qui est égale justement à la différence V plus moins V moins. Comme le gain est supposé infini, supposons déjà que le gain n'est pas infini, il est égal à AVD. Donc AVD, donc on a V out qui est égal à AVD, lien différentiel, fois epsilon. Ça veut dire que c'est une droite linéaire, en principe qui passe par l'origine. Mais en réalité, elle ne passe pas par l'origine, il y a ce qu'on appelle un décalage ou un offset, que l'on peut régler sur les composants réels à l'aide d'un potentiomètre ajustable. Et comme on a dit que la tension maximale ne peut pas dépasser plus Vsat ou Vsat plus et Vsat moins, eh bien, on va avoir donc ici une valeur maximale Vsat plus et ici une valeur donc minimale Vsat moins, que l'on appelle les tensions de saturation. Donc finalement, la courbe qui représente l'évolution de la tension de sortie en fonction de la tension différentielle d'entrée, donc epsilon, on appelle ça la tension d'entrée différentielle. En fonction de cette tension d'entrée différentielle, c'est donc dans la partie qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire avant la saturation, c'est une droite de pente AVD, puisqu'on a VA qui est égal à epsilon fois AVD. Si maintenant, ça c'est plus ou moins l'amplificateur opérationnel idéal. Si on rajoute l'offset, ça devient une fonction affine, hein, donc ça passe par l'origine. Mais on va supposer qu'il n'y a pas d'offset, donc ça passe par l'origine. Dans ce cas-là, si maintenant on fait tendre AVD vers l'infini, pour se placer dans le cadre de l'amplificateur opérationnel idéal, qu'est-ce que devient cette courbe-là? Eh bien, la pente va devenir infinie. D'accord? Et donc, on va se retrouver avec une courbe qui a l'allure suivante. La pente est infinie, donc ça devient un segment de droite, la partie linéaire devient un segment de droite verticale, confondu avec l'axe de V out. V out en fonction de epsilon. Et, bien sûr, qui garde donc la valeur Vsat plus et Vsat moins. Donc ça, c'est la caractéristique entrée-sortie d'un amplificateur opérationnel idéal, caractérisé par un gain infini, ce qui revient à avoir la différence, en fait, tu vois ici, la différence epsilon est toujours égale à 0. Donc ça veut dire ici qu'on a, dans AVD tend vers l'infini, implique que epsilon tend vers 0 ou est égal à 0. Donc voilà les hypothèses que l'on fait lorsqu'on travaille sur l'amplificateur opérationnel idéal. Impédance d'entrée infinie, donc pas de courant dans les entrées V+, et V-, et le gain différentiel est infini, ce qui implique que epsilon tend vers 0, et donc on pourra prendre donc epsilon égale à 0. Donc voilà les deux équations qui nous permettent de traiter tous les problèmes à base d'ampli-op idéal. Courant d'entrée nul, tension différentielle nulle. Ce qui implique, bien sûr, V plus égale à V moins, puisque epsilon est égal à V plus moins V moins. D'accord? Alors, on va prendre un exemple simple pour traiter ça. Les deux exemples simples, ce sont les montages, le montage le plus simple, c'est d'utiliser... Alors, il y a plusieurs manières d'utiliser l'ampli-op, au moins deux manières. La première manière, c'est en boucle ouverte, c'est-à-dire de l'utiliser tel quel, ou bien de l'utiliser en boucle fermée. Commençons par un montage en boucle ouverte. Boucle ouverte, ça veut dire qu'on va utiliser directement la caractéristique entrée-sortie. L'amplificateur opérationnel dans ce cas-là se comporte comme un comparateur de tension. Qu'est-ce que ça veut dire comparateur de tension? Ça veut dire qu'on va prendre deux tensions, Z, alors on va les appeler VI comme I comme entrée, ou bien on peut les noter VE aussi, hein, comme entrée, mais en général on note VI comme input, VI1, VI2, que l'on va appliquer aux entrées inverseuses. Alors les entrées plus et moins, on les appelle aussi entrées inverseuses et non inverseuses. Et on va récupérer la tension de sortie V out. Donc sans rien d'autre. On applique simplement deux tensions. Non inverseuses plus, inverseuse moins. Voilà. Ah, d'accord, oui, j'ai fait. D'accord. Donc entrée
inverseuses, non inverseuses. Alors, VI1 et VI2 sont deux tensions que l'on peut amener à partir de deux générateurs, VI1 et VI2. Ça peut être des tensions continues, comme ça peut être des tensions variables. Hein. L'ampli-op fonctionne que ce soit en continu ou en alternatif, parce qu'il n'y a pas de condensateur de liaison, il n'y a pas de suppression de composante continue. Donc ça fonctionne dans les deux cas. Alors dans ce cas-là, la tension Vout, eh bien, elle va dépendre, d'après la caractéristique qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci, si, donc en fait on va avoir deux états possibles à la sortie. Vout est égal soit à V7+, soit à V7-. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, puisque la sortie ne peut prendre que deux états, c'est une sortie binaire. Donc elle peut prendre deux états. Et donc qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir Vout est égal à Vsat plus si la tension VI1, c'est-à-dire V+, est supérieure à VI2, c'est-à-dire en fait si epsilon va tendre à être positif, c'est-à-dire ce qui revient à dire V+, supérieur à V-, et donc comme V+, est égal à VI1 et V- est égal à VI2, donc si VI1 est supérieur à VI2, la tension de sortie Vout est égale à V7+. Et dans le cas inverse, Vout est égal à Vsat- si epsilon tend à devenir négatif. C'est-à-dire donc si VI1 inférieur à VI2. Alors le cas 0, c'est un cas limite. Alors généralement, en réalité, si la différence est trop faible, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir un basculement rapide. On appelle ça du chattering ou bien du broutage. Enfin, disons, on va avoir des variations très rapides. Et d'ailleurs, pour cela, et c'est un autre montage, on rajoute pour pouvoir éliminer les petites variations. Prenons un exemple simple. Prenons un exemple, un capteur de luminosité, par exemple. Capteur de luminosité qui va détecter un seuil de lumière pour pouvoir actionner un relais pour allumer une lampe, par exemple. Si on se trouve à un moment où on est près du seuil de basculement, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, comme on est près du seuil de basculement, l'éclairage va varier un tout petit peu et donc la lampe va se mettre à un petit peu clignoter. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va utiliser une contre-réaction, mais une contre-réaction positive. En fait, on va rajouter ce qu'on appelle un hystérésis. Et donc, ça deviendra le comparateur à hystérésis. C'est le deuxième type de comparateur. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui parce que ça, on le fera plus tard. Donc, le premier montage, le plus simple à base d'ampli-op, c'est celui-là. Alors, Vsat, c'est pratiquement la tension d'alimentation VCC moins une tension résiduelle. Moins 1 à 2 volts, c'est une tension dont on appelle ça de déchet ou une tension résiduelle. En fait, si on rentre dans l'architecture interne de l'ampli-op, on s'aperçoit... Voilà. Donc ça, c'est le montage le plus simple. C'est le comparateur en boucle ouverte, mais qui présente le problème justement lorsque les deux tensions sont très proches l'une de l'autre. À ce moment-là, on assiste à des basculements intempestifs très rapides. D'accord? Si les tensions sont assez différentes l'une de l'autre, une différence de 1 volt, 2 volts, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. La tension de sortie est bien dans un des deux états. Soit Vsat+, soit Vsat-. Oui, alors ça, l'exemple qu'on utilise, c'est par exemple, j'ai donné l'exemple de l'éclairage, mais on peut également donner l'exemple du thermostat. Hein, donc un thermostat le plus simple, et on peut le faire de manière mécanique même, on n'a même pas besoin d'un ampli-op. Le thermostat, qu'est-ce que c'est? C'est un élément qui va comparer une température de référence avec une température mesurée par un capteur. Si la température devient supérieure à la température de référence, alors on doit désactiver la sortie pour désactiver l'élément chauffant et inversement. Donc c'est le principe du thermostat. Et auquel on peut rajouter l'hystérésis également pour améliorer les performances au niveau de la poursuite, au niveau de l'erreur. D'accord? Donc ça, c'est le premier montage, le plus simple, qui ne nécessite aucun autre composant, si ce n'est l'alimentation. Oui. Ouais. Alors, maintenant, le deuxième montage, on va prendre un montage en boucle fermée. Montage en boucle fermée, c'est le montage le plus simple qui soit. Alors, il y a deux montages les plus simples en boucle fermée, c'est le montage amplificateur-inverseur ou amplificateur non-inverseur. On va commencer par le montage inverseur, par exemple. Alors, déjà, lorsque l'on fait, première règle, lorsqu'on utilise un amplificateur opérationnel en boucle fermée, en boucle fermée, donc il y a une contre-réaction qui va avoir lieu entre la sortie
et l'entrée. Et la contre-réaction doit toujours se faire sur l'entrée négative. Sinon, ça devient instable. D'accord? Donc, pour l'entrée négative, alors si on fait par exemple, on va faire une réaction avec un réseau de contre-réaction le plus simple, une simple résistance que je vais noter R1. Et maintenant, j'ai la possibilité d'appliquer la deuxième tension sur l'une des deux autres entrées. Comme on va faire un montage amplificateur-inverseur, je vais placer une deuxième résistance R2 et je vais mettre ici, par rapport à la masse, une tension VI. Et l'autre entrée, je vais tout simplement la relier à la masse. L'entrée non inverseuse, je vais la relier à la masse. Et je vais exprimer ici la tension de sortie V out. Voilà. Alors c'est très simple. Pour cela, donc le but ici c'est quoi? C'est de déterminer V out en fonction de VI. Comment on fait? Eh ben, le plus simple, donc on va appliquer les règles. Alors ici, première chose à faire, écrire qu'il n'y a aucun courant qui circule, qui entre dans les entrées. Donc on a I- est égal à 0 et I+ qui est égal à 0. Donc aucun courant. Et donc ici, la méthode la plus simple c'est quoi? C'est d'appliquer le théorème de Millman à ce point-là. Le théorème de Millman, c'est un théorème de base de l'électricité. Bon, on peut utiliser la loi d'Ohm. Alors, bon, commençons par la loi d'Ohm. Alors, par non, théorème de Millman, ensuite on passera à la loi d'Ohm et la loi d'Émaille. Alors, théorème de Millman. Théorème de Millman. Jacob Millman, qui est un électronicien, un ingénieur des années 60-70. D'ailleurs, on lui a attribué ce théorème-là, ce nom-là, mais lui, il a dit qu'il n'a jamais énoncé ce théorème. On lui l'a attribué à lui, mais il a toujours dit que ce n'était pas lui qui l'avait fait. Parce que bon, ça se déduit simplement de la loi d'Émaille. Alors, théorème de Millman, appliqué au point, donc à ce point-là, c'est-à-dire appliqué à V-. Donc à ce point-là. Donc qu'est-ce qu'on a? On a V-. Non, c'est l'entrée V-. C'est l'entrée V-. Non, pas I-. C'est l'entrée V-. C'est l'entrée non inversée. C'est l'entrée inverseuse. C'est V-. Ça, c'est V+. Voilà. Donc on a V- qui est égal, alors théorème de Millman, qui est égal à VI sur R2 plus V out sur R1 divisé par 1 sur R2 plus 1 sur R1. Voilà, première équation. Donc l'équation de V-. L'équation de V+, maintenant, V+, c'est tout simplement relié à la masse c'est le potentiel 0. Donc V+, égale à 0. Et donc, on applique V+, égale à V-. Donc, on va écrire tout simplement que cette quantité-là est égale à 0. Et donc, on va avoir, donc c'est le numérateur, il suffit qu'il soit égal à 0. Donc, on a VI sur R2 plus V out sur R1 qui est égal à 0. Et donc, par conséquent, V out est égal, non, à moins. V out est égal à moins R1 sur R2 fois VI. Donc, V out égale à moins R1 sur R2 fois VI. Et on s'aperçoit de quoi ici? On s'aperçoit que maintenant, on a une amplification inverseuse. Donc, on a un signe moins. La tension d'entrée et la tension de sortie sont en opposition de phase à cause du signe moins. Et en valeur absolue, la tension V out est proportionnelle à VI. Et le gain, ce qu'on appelle, donc ça c'est le gain en boucle fermée, est égal à R1 sur R2. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il ne dépend que de R1 et R2. Il ne dépend plus des caractéristiques de l'ampli. Il suffit pour cela que le gain différentiel soit infini, soit très grand. Et en réalité, c'est ce qui se passe. Alors ce principe-là a été imaginé par Harold Black en 1928, lorsqu'il travaillait sur la stabilisation des amplificateurs pour les lignes téléphoniques. Et donc il a imaginé ça, il était dans le ferry qui l'a mené de sa maison jusqu'au laboratoire Bell où il travaillait, et donc du côté de New York, et donc il a imaginé ça. Donc de réinjecter une partie de la sortie sur l'entrée. Et donc c'est la formule de Black qu'on voit en automatique appliquée à ce principe. Alors deuxième méthode, donc ça c'est la méthode de théorème de Millman, donc première méthode. Deuxième méthode, c'est celle qui consiste... Oui, la deuxième méthode, c'est d'utiliser la loi d'Émaille. Donc la loi d'Émaille, je vais redessiner rapidement le circuit. Donc on a ici l'entrée non inverseuse, l'entrée inverseuse, la sortie, la contre-réaction avec R1,
R2 هذيك مش R1. R1 celle-ci la résistance de contre-réaction اي هذيك R2 et la résistance قلت راني زدت R2 et ici donc l'entrée VI et la sortie في V out et ça. في اي Et ça, c'est la base V out ou V Kif ça kif, revient. kif Même kif. en anglais, c'est V out, en français, c'est tension de sortie. دونك حط زيرو لهنا Voilà. Et ici, donc, on a 0. Et plus on a les et courants I plus et I plus égale à 0 et I moins I égale. moins égale à 0. Alors, si on appelle I, هم même تسالوك علاش اي موان ايكال زيرو bon, j'ai dit pourquoi. Mais Parce alors, que les attends, impédances attends. d'entrée sont Ah oui. supposées infinies. Et comme l'impédance d'entrée, c'est le rapport entre la tension d'entrée et le courant d'entrée, donc pour que l'impédance soit infinie, pour une tension d'entrée quelconque, il faut que les courants soient nuls. D'ailleurs, on peut voir dans les datasheets que ces courants-là, comme je l'ai dit, ils se chiffrent en microampères pour les premiers ampli-op à base de transistors bipolaires, jusqu'au picoampères pour les transistors à base de MOSFET, les ampli-op à base de MOSFET. Alors, si on note I, ce courant-là, qui circule dans la résistance R2, alors qu'est-ce qu'on peut écrire? Eh bien, si on note I, ce courant-là, donc si on note ce courant-là, I, alors, comme on a, alors ici on va d'abord appliquer donc la loi qui nous dit qu'on a ici V plus qui est égal à 0, donc par conséquent V moins est égal à 0, puisque V plus est égal à V moins. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que VI est égal à R2 fois I. Alors une remarque ici, ce point-là, j'aurais pu le dire tout à l'heure déjà, ce point-là est à un potentiel nul qui est le potentiel de la masse, mais il n'est pas directement relié à la masse. Un point de potentiel nul qui n'est pas directement relié à la masse, qui n'est pas réellement relié à la masse, c'est comme s'il était relié à la masse. On appelle ça une masse virtuelle. Masse virtuelle. Donc on appelle. Donc une masse virtuelle, c'est un point qui est relié à un potentiel fixe, constant, égal à 0 ici dans ce cas-là, sans être réellement relié à la masse. C'est là, en fait, c'est la borne plus qui est reliée à la masse, mais à cause de l'effet de gain infini, ça implique que l'autre entrée se retrouve comme si elle était reliée à la masse, d'où le nom de masse virtuelle. Alors, on a donc VI est égal à R2 fois I, donc ce point-là, c'est comme si c'était la masse, donc ce point-là, 0, 0 ici, donc dans cette maille-là, on a VI égale à R2 fois I. Comme le courant I- est nul, on a un nœud ici. Normalement, le courant devrait se partager. Donc le même courant circule dans R1, puisque aucun courant n'entre dans l'ampli. Donc le courant continue à... Si on tenait compte de ce courant, il faudrait utiliser la loi des nœuds ici. Et donc on aurait un courant plus faible ici. Ici. Voilà, alors on peut faire ça. Donc on peut le décomposer en deux parties. Donc on l'a décomposé en deux parties. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut écrire V out, on fait la même chose. V out est égal à, alors attention ici, le sens du courant. Donc ici, le sens du courant et le sens de la tension sont dans les flèches sont dans le même sens. Donc on a un signe moins. Donc moins R1 fois I. Deux équations, il ne nous reste plus qu'à faire le rapport entre donc V out sur VI, le courant I s'élimine et on obtient moins R1 sur R2, qui est donc le gain V out sur VI, donc, qui est donc le gain en tension G. Alors, attention, on note généralement les gains en boucle fermée, on les note G, et le gain en boucle ouverte, on l'appelle A, parce que A, c'est une amplification, et G, c'est un gain. Généralement, le gain, on le contrôle à l'aide des deux résistances, et l'amplification, on ne la contrôle pas trop, parce qu'elle dépend des caractéristiques de l'ampli. C'est M. Harold Black qui a introduit cette notion-là en 1928. En fait. Donc on retrouve bien la même formule que tout à l'heure. Donc on a bien un amplificateur inverseur. Et on peut régler le gain d'ampli grâce aux résistances R1 et R2. C'est bon? Oui. Une question qu'on pourrait se poser si on va concevoir un amplificateur. Donc on a ici le rapport R1 sur R2. Mais comment choisir R1 et R2? Ah ouais, ça c'est très simple ici. La résistance R1, enfin la résistance R2 ici, en fait, elle fixe l'impédance d'entrée du montage cette fois-ci, puisque on a VI est égal à R2 fois I. Le courant I, c'est le courant d'entrée du montage, et donc R2, c'est l'impédance d'entrée du montage. Donc, on choisit en général une résistance R2 assez élevée, entre 10 et 100 kg en général. Hein. Donc, R2, c'est l'impédance
d'entrée du montage. Je dis bien du montage, pas de l'ampli-hop. L'ampli-hop, il a une impédance d'entrée